Madame la sénatrice, Monsieur le chef de la communauté des Guanchit, Monsieur le sous-ministre adjoint par intérim du réseau éducatif anglophone, Relations interculturelles et autochtones, et directeur de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle au ministère de l'Éducation du Québec, Madame la présidente de Femmes autochtones du Québec, Madame la présidente du conseil d'administration du partenariat du quartier des spectacles, Monsieur le recteur émérite de l'Université de Montréal, Madame la directrice générale de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Madame la directrice générale de l'Institut Tsakabesh, Madame et Messieurs les membres de la direction de l'UQAM, chères doyennes, doyens, vice-doyennes et vice-doyens, chers membres du corps enseignant, distingués invités, bonsoir. Alors, je suis Marilyn Drouin, secrétaire générale de l'UQAM, et c'est avec plaisir que je serai votre maître de cérémonie ce soir. Je suis très heureuse d'être ici et de vous retrouver à l'occasion de notre premier grand événement institutionnel en personne depuis le début de la pandémie. Je vous rappelle que vous devez porter le masque en tout temps et je vous en remercie. Je vous invite également à mettre en mode silencieux votre téléphone ou encore votre tablette. Salutations aussi à celles et ceux qui sont avec nous virtuellement. La cérémonie qui nous réunit ce soir sera inspirante et haute en émotions et elle se déroulera en 2 temps. D'abord, nous débuterons avec la remise de 3 doctorats honoris causa à des personnes d'exception. Ensuite, il y aura une pause de 5 minutes, lors de laquelle nous procéderons à quelques changements de mise en scène. Nous poursuivrons avec la remise de la médaille de l'UQAM et du prix du mérite rayonnement à 2 professeurs au parcours hors du commun. Sans plus tarder, j'invite le cortège à monter sur la scène pour la remise des doctorats honoris causa. Justiça, vida longuiça, Cota gustos, sampado no torpeça. Justiça, vida longuiça, Cota gustos, sampado no torpeça. Justiça, vida longuiça, Cota gustos, sampado no torpeça. Siuka topi, siuka sinta, Kanapanga, nimpada de longisa. Suka topi, suka sinta, Kanapanga, nimpada de longisa. Justiça, vida longisa. C'est avec plaisir que je vous présente les dignitaires et je vous prie de réserver vos applaudissements pour la fin. Le président du conseil d'administration de l'UQAM, M. Richard Filion, la rectrice de l'UQAM, Mme Magda Fusaro. Vous pouvez vous asseoir au fur et à mesure. Merci. Le vice-recteur à la vie académique, M. Jean-Christian Plot. Les récipiendaires d'un doctorat honoris causa, Mme Joséphine Bacon, M. Ghislain Picard et Mme Marie McEndrew. La doyenne de la Faculté des arts, Mme Joanne Lalonde, la doyenne de la Faculté des sciences humaines, Mme Josée Lafont, le doyen de la Faculté des sciences de l'éducation, M. Jean Bélanger, et la directrice de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM, Mme Thérèse Saint-Gelais.
Je vous prie d'applaudir nos dignitaires. Je profite de l'occasion pour saluer également M. Stanley Volant, chirurgien de la communauté pessamite, Mme Pascale Obomsawin, avocate et directrice générale de l'organisme Kinawat, M. Marco Bacon, directeur du Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante de l'UQAM, et Mme Geneviève Bugeaud, qui assurera l'interprétation de la cérémonie en langue des signes québécoise. J'ai maintenant le plaisir d'inviter la rectrice, Magda Fusaro, à prononcer l'allocution d'ouverture. Merci, Madame la Secrétaire générale, Madame la Sénatrice, chers membres du cortège, chers membres de la communauté de l'UQAM, chers parents et amis des personnes honorées ce soir, distingués invités. En vos titres et fonctions, considérez-vous chacun, chacune, personnellement et chaleureusement salués. D'emblée, je tiens à souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, notre communauté universitaire s'engage à animer, à respecter ce lieu selon des principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue, d'équité envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir ici, à l'Université du Québec à Montréal, afin de rendre hommage à 5 personnes au parcours hors du commun. Il suffit d'un coup d'œil à la liste des personnes qui m'accompagnent ce soir, récompensées pour constater la richesse de leur parcours, la diversité, le caractère exceptionnel de leur long témoignage. Chers lauréates et lauréats, vos réalisations remarquables dans vos domaines respectifs ont contribué et contribuent encore à façonner la société québécoise. Avec vos sensibilités, vos expertises, vous participez à l'évolution de ce monde, qui est le nôtre, à l'évolution de nos pratiques, de nos réflexions, de nos mentalités. Vous êtes, à n'en pas douter, des personnes incontournables, représentant fièrement l'univers social, l'univers culturel et bien sûr l'univers universitaire. Par vos accomplissements, vous incarnez cet esprit UQAM que nous portons avec dignité et humilité. Au cœur de notre identité figurent ces valeurs d'audace, de passion, de créativité et de dialogue, bien sûr, que nous chérissons. Vos réalisations, empreintes d'humanisme, témoignent de notre volonté et surtout de votre volonté de créer un monde meilleur, plus juste d'ailleurs. Vous représentez ces valeurs fondamentales qui constituent le socle de notre institution. L'équité, l'inclusion, bien sûr l'accès, l'importance de l'accès au savoir et à la culture. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous décernons ce soir un doctorat honoris causa à Madame Joséphine Bacon, poète, sénatrice, réalisatrice, à Madame Marie McAndrew, professeure émérite au département d'administration et des fondements de l'éducation de l'Université de Montréal, ainsi qu'à Monsieur Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador. Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction octroyée par notre université à des personnes dont la carrière et les contributions sont jugées remarquables et exemplaires. À la lecture des éloges qui suivront, vous pourrez constater à quel point cet honneur est hautement mérité. Cher docteur honoris causa, l'excellence de vos parcours et votre apport considérable à l'avancement de la société, à l'enrichissement de la culture, au mieux-être des collectivités sont indéniables. Aujourd'hui, vous vous joignez aux personnalités d'exception que l'UQAM a honorées au fil des ans, telles que Domingo Cisneros, Lise Bissonnette, Dany Laferrière, Louise Lecavelier, Iber Reeves, et je ne peux tous les citer, je vous prie de m'en excuser. Vous êtes à la fois des modèles d'engagement, des personnalités porteuses d'espoir, une véritable source d'inspiration pour toute la communauté universitaire. Ce soir, nous aurons également le privilège de rendre hommage à 2 professeurs du département des sciences biologiques de l'UQAM, Madame Donna Mergler et Monsieur Benoît Barbeau. La santé est donc à l'honneur, témoignant de toute l'expertise de notre université dans ce domaine.
Madame Mörgler, la médaille de l'UQAM qui vous est décernée honore les personnes ayant atteint un haut degré de réalisation et rendu d'éminents témoignages à l'UQAM, aux personnalités notoires que sont Bernard Landry, Gilles Rémillard, Olga Riac et le docteur Richard Béliveau, qui ont tous obtenu un tel honneur, s'ajoute désormais votre nom. Un savoir de pointe, une passion pour la recherche, des travaux d'une grande pertinence scientifique et sociale, et une générosité incroyable, immense. Voilà autant de qualités qui nous amènent à vous distinguer. Ce soir, nous décernons aussi, pour la première fois, un prix du mérite. Il s'agit d'une nouvelle distinction remise aux membres de la communauté du LUQAM qui ont su se démarquer dans diverses sphères, allant de l'enseignement à l'innovation, en passant par la recherche et la réussite estudiantine. Monsieur Barbeau, c'est à vous que revient l'honneur d'inaugurer les prix du mérite pour le volet rayonnement. Accompagnée d'une bourse de recherche, cette distinction rend hommage à votre contribution exceptionnelle à la recherche en virologie, à la diffusion du savoir, à la vulgarisation scientifique et à la notoriété de notre établissement. La quantité absolument incroyable, et vous le verrez un peu plus tard, d'entrevues que vous avez accordées tout au long de la pandémie force le respect et donne presque le vertige. Avant de conclure, je souhaite réitérer l'immense fierté et le grand bonheur de vous accueillir toutes et tous à l'Université du Québec à Montréal et de vous célébrer, chères lauréates, chers lauréats. Encore une fois, recevez mes plus chaleureuses félicitations. Un dernier merci, et non le moindre, à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Cela peut sembler très anodin, mais derrière un tel événement se trouvent des dizaines de personnes que l'on ne voit jamais. Elles ont mes remerciements et ma gratitude pour avoir fait, je crois, une très belle organisation qui va être une magnifique soirée. Et enfin, vous avez pu constater que la musique que nous avons choisie est une musique différente. Aux musiques traditionnelles, nous avons opté pour une musique d'un grand compositeur de Guinée-Bissau qui est Ernesto Dabo. Et pourquoi j'ai choisi cette musique en particulier? Car le titre de la chanson reflète l'UQAM. La chanson s'appelle Justicia et je crois que l'un des piliers de notre université, c'est bien la justice. Alors à toutes et tous, une très belle soirée. Merci. Merci, Madame la rectrice. J'inviterai maintenant la doyenne de la Faculté des Arts à lire l'éloge de Joséphine Bacon. L'Université du Québec à Montréal rend aujourd'hui hommage à Joséphine Bacon, poète, réalisatrice, écrivaine Innu, en lui attribuant le titre de docteur honoris causa par décision de son conseil d'administration et sur la recommandation de sa faculté des arts, de l'Institut de recherche et d'études féministes, appuyé par le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, ainsi que par le Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Cette distinction honorifique lui est accordée en reconnaissance de sa remarquable contribution au milieu culturel et littéraire québécois, ainsi que pour ses efforts de préservation de la langue et des traditions innu. Née en 1947 à Pessamit, sur la Côte-Nord, Joséphine Bacon grandit dans la toundra avant son envoi au pensionnat de Maliotenam, où elle passe 14 années de sa vie. Déracinée, elle parvient à conserver sa langue maternelle en côtoyant les jeunes des communautés environnantes. Elle s'installe à Montréal au tournant des années 70 et sa maîtrise de la langue inuimun l'amène à devenir interprète et guide auprès d'anthropologues intéressés par les premiers peuples du Québec et du Labrador. Avec toutes ces personnes, chère Joséphine Bacon, vous travaillez à recueillir et à documenter les histoires et les traditions détenues par les anciens. Comme scénariste, traductrice ou narratrice, vous participez à de nombreux documentaires et courts-métrages, dont ceux du cinéaste Arthur Lamotte. Comme réalisatrice, vous signez les films Ameshkwatan, Les sorties de Castor, en 1978, et en 1997, Chimish Tekoshish,
le petit grand européen Johann Bitz. Votre premier recueil de poésie, Bâtons à message, paraît aux éditions Mémoire d'Encrier en 2009. Vos textes bouleversants évoquent d'un même souffle l'immensité du territoire, la liberté d'un peuple en marche et la fragilité d'une identité menacée. Votre poème « Dessine-moi l'arbre » remporte en 2010 le prix des lecteurs du marché de la poésie de Montréal. Joséphine Bacon publie ensuite 3 autres recueils récompensés. « Nous sommes tous des sauvages » en 2011, coécrit avec José Aclin. « Un thé dans la toundra » Nipichapui Nétémouchouat, finaliste au prix du gouverneur général et au Grand Prix du livre de Montréal en 2014, et Ouyesh, quelque part, en 2018, qui a obtenu en 2019 le prix des libraires du Québec, le prix littéraire des enseignants de français dans la catégorie poésie, ainsi que l'Indigenous Voice Award, en plus d'être finaliste au prix Alain Grandbois. En 2017, elle reçoit le prix international Oshtana, écriture en langue maternelle, qui souligne les qualités artistique d'un auteur représentant sa langue maternelle dans un contexte où celle-ci doit être défendue face à une langue dominante. Joséphine Bacon, votre collaboration avec la chanteuse Chloé Sainte-Marie vous révèle à un plus large public et contribue à faire résonner la richesse de la langue innu-aimun. Régulièrement invitée dans les rencontres littéraires et les établissements d'enseignement au Québec et à l'étranger, vous inspirez toute une génération de poètes autochtones et perpétuez la tradition de la transmission des savoirs ancestraux. Votre œuvre singulière est marquée par l'ouverture et le mouvement vers l'autre. Avec votre poésie et vos films, vous inscrivez sur le papier et sur la pellicule la fragile tradition orale des peuples anciens. Et quand on vous demande comment vous vous percevez, vous répondez, je vous cite, « Je ne dis pas que je suis poète. Dans les mots simples que j'écris, les gens trouvent leur poésie. » Digne héritière des traditions autochtones, vous racontez avec tendresse et lucidité les mythes fondateurs, les rituels, la souffrance d'un peuple arraché à ses racines et la générosité du Nuchimit. Pour reprendre le titre de son premier recueil, ses textes et ses films sont, en quelque sorte, des bâtons à message, à travers lesquels, dit-elle, la parole est toujours en voyage. Sa participation à l'effort de réconciliation entre les peuples est inestimable. Au cours de sa carrière, Joséphine Bacon se voit décerner de nombreux autres honneurs, notamment lauréate en 2018 du Mérite français dans la culture. Elle devient, la même année, officière de la Ville de Montréal et compagne de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Pour sa contribution exemplaire au rayonnement des littératures québécoises et autochtones, pour son engagement incessant à préserver et à diffuser la culture innu, pour son ouverture constante vers l'autre et pour sa remarquable poésie à la fois intime et généreuse, l'Université du Québec à Montréal veut honorer et saluer Joséphine Bacon, docteur honoris causa. Tunish Komitnan. Madame la rectrice, je vous invite à conférer en séance solennelle un doctorat honoris causa à Joséphine Bacon.
Petma itlutmi puhugato. Petma مسtamlelten udet ekunye et mokhano tout nous pia. Bon, merci. J'ai pas tous les noms. Alors, je dis merci beaucoup à ceux qui ont pensé m'offrir une tâche, hein? À m'offrir aussi l'honoris causa. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis très honorée de recevoir. Je suis honorée. Vous savez, je ne suis pas une personne de discours. J'aime pas beaucoup parler en avant, mais je tiens quand même à vous dire que je suis ma reconnaissance est très, très grande. Et quoi dire de plus qu'un simple merci? Merci et félicitations, chère Joséphine Bacon. J'invite maintenant la doyenne de la Faculté des sciences humaines, Josée Lafont, à lire l'éloge à Ghislain Picard. Coué, bonjour. L'Université du Québec à Montréal rend aujourd'hui hommage à Ghislain Picard, pionnier de la réconciliation entre les nations qui peuplent le Québec et le Canada, en lui attribuant le titre de docteur honoris causa par décision de son conseil d'administration et sur la recommandation de la Faculté des sciences humaines. Cette distinction honorifique lui est remise en reconnaissance de son travail inlassable de médiateur entre les Premières Nations et les peuples québécois et canadiens. Membre de la nation Innu, Ghislain Picard est né en 1955 à Pessamit sur la Côte-Nord. Son enfance est marquée par le décès tragique de son père et dès lors, il incarne en quelque sorte une figure paternelle pour les siens. À l'adolescence, son parcours singulier le conduit vers des études au Collège Manitou. C'est là, d'ailleurs, que bourgeonne son intérêt pour la politique. Rapidement, ses qualités de communicateur l'amènent à baigner dans le monde des médias, notamment comme directeur des communications pour le Conseil Atikamekw-Montagnais à Wendake et comme directeur du journal Tepasi-Moonwin. Et en 1983, il participe à la création de la Société de communication Atikamekw-Montagnais, la SOCAM, qui produit encore aujourd'hui, d'ailleurs, des émissions radiophoniques en langue autochtone. Monsieur Picard, depuis près de 30 ans, à titre de chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, vous défendez les intérêts, les valeurs et les priorités des premiers peuples auprès de toutes les instances. Si une qualité ressort des témoignages à votre propos, c'est certainement votre grande capacité d'écoute. Vous mettez un point d'honneur à ne jamais prendre personnellement position sur les enjeux qui reviennent à ceux que vous représentez. On reconnaît chez vous la force tranquille de la certitude. Cette certitude que les Premières Nations doivent parler d'égal à égal avec les représentants des autres nations. Sans relâche, vous œuvrez à redonner aux premiers peuples la place qui leur revient de plein droit dans toutes les sphères de la société. Ghislain Picard a pris part à des missions au Mexique, au Panama, en Colombie, ainsi qu'au Forum permanent des peuples autochtones des Nations unies à New York, puis à Genève, aux rencontres statutaires des instances de l'ONU traitant des questions autochtones.
Pédagogue infatigable et généreux, il a assisté à de nombreuses autres rencontres pour partager et défendre la vision et les enjeux propres aux Premières Nations, notamment au Barreau du Canada, dans plusieurs facultés universitaires québécoises et canadiennes, ainsi qu'à la prestigieuse Université de Cambridge en Angleterre. Président du conseil d'administration du musée McCoy Stewart depuis le 1er juin 2021, Ghislain Picard a marqué l'histoire en étant le premier autochtone à occuper cette fonction qui s'inscrit en droite ligne avec ses efforts de préservation et de mise en valeur de l'histoire et des traditions des Premières Nations. Figure remarquable de notre époque, vous avez fait l'objet d'un ouvrage de l'anthropologue Pierre Trudel intitulé « Ghislain Picard, entretien », paru chez Boréal en 2009, ainsi que de 2 documentaires. Avec Denis Bouchard et Éric Cardinal, vous avez publié en 2008 « De Québec à Québec, 5 siècles d'échanges entre nous » aux éditions Les Intouchables. Cet ouvrage a d'ailleurs remporté le prix de la présidence de l'Assemblée nationale dans le cadre des prix du livre politique 2009. Récompensé à plusieurs reprises pour votre incessant travail de valorisation des besoins, des droits et des revendications des Premières Nations du Québec et du Labrador, vous devenez, en 2003, chevalier de l'Ordre national du Québec. Et en 2005, vous recevez le prestigieux insigne de chevalier de la Légion d'honneur des mains du consul général de France. Et finalement, en 2017, la Ville de Montréal vous décerne le titre de citoyen d'honneur. Pour sa contribution exceptionnelle, exemplaire au dialogue entre les peuples, pour ses efforts infatigables afin de faire entendre et respecter les droits des Premières Nations, pour sa participation nuancée au rendez-vous historique des plus importants depuis plus de 30 années, pour sa détermination à maintenir les enjeux autochtones au premier plan des processus décisionnels et politiques, ainsi que pour son rôle essentiel en faveur de l'autodétermination et de la valorisation des identités culturelles des premiers peuples sur le territoire. L'Université du Québec à Montréal veut honorer et saluer Ghislain Picard, docteur honoris causa. Chunush Kemutnan, nous vous remercions. Madame la rectrice, je vous invite à conférer en séance solennelle le titre de docteur honoris causa à M. Ghislain Picard. J'ai l'honneur d'inviter le nouveau docteur honoris causa à nous dire quelques mots. Koeisi ki nono te me chia kwa tibuhogat no nitselemia inil miam dospeiwan majeto de ni gan hanan with awas mstamel dwan ni lote dat ome ai it's no stagen dat sonan ba si hwan magbashat wemot win skmot gan hanu to de gut siozen majetwit Ozablimji gan hnot edachkatu melo silo agonen del denchka hagati abta tsi nashmanat un dande wan agun tashab is bedelum ti hibn ji gan hnot de washkat kwa agune wa abtmat utman
Tetsue and Hananu me Ewitzga Boston dos Umejish en Stav Dagen Siona. Ni le pono den le pono dat tot pichnot in de nan tchenao do mega haga de nawat. Un jour, je vais aussi être en mesure de vous parler à travers cette gentille assistante. Question de temps. Madame la rectrice, Madame la doyenne, chers membres du cortège, chers parents et amis, distingués invités, je voudrais d'abord reconnaître que nous sommes sur un territoire non cédé. Je sais que c'est un protocole qui ne fait pas l'unanimité. Raison de plus pour insister. Extrêmement honoré, évidemment, par cette reconnaissance et doublement honoré parce que c'est une distinction que je reçois aujourd'hui à côté de ma chère tante. Qui aurait cru, en 1977, lorsqu'elle m'hébergeait dans son appartement de la rue Saint-Denis, que plus de 40 ans plus tard, on partagerait la scène et pour recevoir cette distinction. C'est rare que je suis sans mots. Je pourrais vous donner le nom de quelques ministres qui vous le confirmeront. Il y a dans nos vies des personnes qui cherchent à atteindre les plus hauts sommets. Il y a dans nos vies des personnes qui aident les personnes autour d'elles à atteindre les plus beaux sommets. Je pense et je crois humblement appartenir à cette deuxième catégorie. Vous savez, la Révolution tranquille ne date pas d'il y a 40 ans ou 50 ans. La Révolution tranquille date de 150 ans. Elle appartient à nos peuples. Et c'est ce que je constate aujourd'hui. D'ailleurs, avec beaucoup d'optimisme. Lorsque j'écoutais l'éloge un peu plus tôt, mes genoux ont faibli lorsque je regarde les 40 dernières années. Donc, je peux dire assurément, comme beaucoup l'ont fait avant moi, que j'ai consacré plus de la moitié de ma vie à faire ce que je fais. Et c'est toujours aussi passionnant aujourd'hui, toujours aussi trépidant. Et lorsqu'on regarde le passé, on essaie d'identifier certains jalons importants. Et je vais en permettre trois époques. En 2006, lors d'un événement qui rassemblait l'ensemble des chefs avec lesquels je travaille, je déclarais que je suis ni Québécois, ni Canadien, et que je suis Innu. Ça fait des personnes qui étaient un peu malheureuses, mais ça fait des personnes également heureuses, notamment du côté des Premières Nations et en particulier chez les jeunes. 2 ans plus tard, en 2008, devant une assemblée syndicale, je disais que notre passé est jonché d'atrocités, notamment le fait qu'un certain général Cornwallis offrait des récompenses
à son époque pour chaque scalp Micmac qui lui était ramené. J'ai reçu une ovation debout de la part de presque 2000 membres de l'Union syndicale. Plus récemment, en 2015, je disais à un congrès du Parti québécois qu'en tant que membre de la nation Innu, je suis, moi aussi, souverainiste. Une autre ovation. Peut-être pas pour les bonnes raisons. Sans doute, certains auront pensé que je sortais du placard. Il y a une petite vérité là-dedans. Donc, ça me fait dire aujourd'hui que la vérité triomphe. Et c'est là-dessus qu'on doit vraiment mettre nos efforts. Et c'est là-dessus que beaucoup, moi, je m'investis. Je voudrais, évidemment, en conclusion, il y a plusieurs personnes ici que j'ai côtoyées à travers les années, qui sont devenues des amis, qui m'ont accompagné dans ma démarche, dans mon cheminement, et qui, peut-être, ne le sauront pas ou en douteront, qu'ils ont été, leur proximité a été extrêmement précieuse dans ma propre démarche. Et je m'en voudrais aussi de ne pas souligner que j'ai une partie de ma famille qui est ici, qu'elle a été extrêmement importante aussi, parce qu'elle a consenti à beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et je veux ce soir les en remercier. Pour moi, ce que je vois pour l'avenir, l'horizon dont parle ma tante, avec beaucoup de conviction, c'est que la vérité va continuer à triompher. Et cette révolution tranquille à laquelle je référais un peu plus tôt va donner les résultats que nous souhaitons collectivement, comme peuple autochtone. Et pour ceux et celles qui penseraient peut-être que une personne dans la soixantaine, un sexagénaire, tend à regarder beaucoup plus vers la porte de sortie, je vous dirais que je ne fais que commencer. Merci. Jusqu'à maintenant. Merci, félicitations, M. Picard. Maintenant, j'invite le doyen de la Faculté des sciences de l'éducation, Jean Bélanger, à rendre hommage à Marie McEndroe. Bonjour. L'Université du Québec à Montréal rend aujourd'hui hommage à Marie McEndroe, professeure émérite au département d'administration et fondement de l'éducation de l'Université de Montréal, en lui attribuant un titre de docteur honoris causa, par décision de son conseil d'administration et sur la recommandation de la Faculté des sciences d'éducation. Cette distinction honorifique lui est remise en reconnaissance de son immense contribution à la recherche et à l'avancement des connaissances en matière d'intégration des personnes d'origine diverses au Québec, ainsi que pour son rôle déterminant dans l'élaboration de politiques et de programmes publics à cet égard. Née dans les années 1950 d'un père irlandais et d'une mère québécoise, Marie McEndroe grandit dans un univers bilingue où cohabitent naturellement ces deux identités. Madame McEndroe, de votre plus jeune âge, vous êtes exposée à la diversité culturelle et ethnique sous toutes ses formes. Après votre baccalauréat en enseignement à l'enfance inadaptée, vous vous installez près de Rivière-du-Loup pour y travailler comme enseignante. Propulsée à l'étranger par votre goût de l'aventure, vous participez à un échange professionnel d'1 année en France,
puis enseigné le français en Louisiane dans le cadre d'un programme codophile. Pendant vos études de doctorat en éducation comparée en fondement de l'éducation, vous acceptez des contrats portant sur l'adaptation du système scolaire québécois à la réalité des élèves immigrantes et immigrants. De 1989 à 1991, vous collaborez à l'élaboration de l'énoncé de politique en matière d'immigration et d'intégration intitulé « Au Québec pour bâtir ensemble », qui encore aujourd'hui encadre largement les actions du Québec en la matière. À travers les années, Marie McKendrew poursuit son travail dans de nombreux organismes, comme directrice d'immigration et métropole de 1996 à 2002, à titre de cofondatrice en 1993 du Centre d'études ethniques des universités montréalaises qu'elle dirige de 2009 à 2012, et comme directrice de 2010 à 2016 du groupe de recherche Immigration, Équité et Scolarisation. Le parcours d'exception de la professeure McKendrew fait d'elle l'une des personnes les plus influentes dans le domaine de la recherche sur l'immigration, l'intégration et le pluralisme au Canada. Prolifique, elle compte près de 180 publications à son actif, dont pas moins de 91 chapitres de livres ou monographies. Infatigable, elle a participé à plus de 380 conférences et communications scientifiques dans 20 villes réparties sur 4 continents, et ce uniquement au cours des 10 dernières années. Madame McKendrew, votre trajectoire remarquable est teintée par une volonté constante de créer des relations humaines significatives. D'ailleurs, votre souci de rassembler les gens, votre personnalité généreuse et votre engagement sans faille sont reconnus par vos pairs, ici comme à l'étranger, notamment à l'Université de Lleida, en Catalogne. Au fil du temps, vous avez influencé toute une génération de nouveaux chercheurs et chercheuses, d'enseignantes et d'enseignants et de gestionnaires. Vous avez aussi contribué à modifier le paysage de l'éducation au Québec et à l'international en mettant au premier plan les sujets de l'intégration des personnes immigrantes, la construction de l'identité dans des contextes pluralistes et l'importance du système d'éducation dans la transformation des rapports ethniques. Votre travail a été salué à de nombreuses occasions. Paru aux presses de l'Université de Montréal, l'ouvrage « Immigration et diversité à l'école, le cas québécois dans une perspective comparative » a remporté le prix donné en 2001 en tant que meilleur livre sur les politiques publiques canadiennes. Votre ouvrage « La majorité fragile et l'éducation, Belgique, Catalogne, Irlande du Nord, Québec », publié par le même éditeur, a été finaliste au prix du gouverneur général en 2010 dans la catégorie Essais et études. En 2005, Marie McKendrew a reçu le prix québécois de la citoyenneté Jacques Couture pour le rapprochement interculturel, et en 2011, elle a été élue membre de l'Académie des sciences sociales de la Société royale du Canada. En 2015, le prix interculturel de Montréal Abbé Lemenchick lui est décerné. Devenue membre de l'Ordre du Canada en 2017, elle est nommée membre émérite de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec en 2018. Pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement des connaissances en matière d'immigration et d'intégration des personnes d'origine diverses au Québec, pour son impressionnant apport à la littérature scientifique, pour sa participation marquante à l'élaboration et à la modernisation des politiques publiques en éducation, et pour son rôle indéniable dans la sensibilisation des milieux universitaires et civils aux questions de la diversité et de l'inclusion, l'Université du Québec à Montréal veut honorer et saluer Marie McKendrew, docteur honoris causa. Madame la rectrice, je vous invite à conférer en séance solennelle un doctorat honoris causa à Marie McKendrew.
J'ai l'honneur d'inviter la nouvelle docteure honoris causa à prendre la parole. Alors, d'abord, Madame la rectrice, Monsieur le doyen, chers membres du cortège, chers collègues, chers parents, chers amis, j'ai jamais aimé dire distingués invités parce que je me suis toujours demandé pourquoi les autres n'en étaient pas. Alors, vous êtes tous des distingués invités. Et je veux d'abord mentionner à quel point cette reconnaissance par l'UQAM me touche. Et d'autant plus que c'est aussi largement mon alma mater, conjointement avec l'Université de Montréal où j'ai fait mes études supérieures. En effet, une grande partie de ma première sensibilité aux enjeux de la diversité me vient de mon baccalauréat en enseignement à l'enfance inadaptée que j'ai poursuivi dans le vieux pavillon La Fontaine de l'ancienne école normale Jacques-Cartier. Ça dit mon âge, n'est-ce pas? À une époque où la défavorisation socio-économique et la pauvreté de ceux qu'on appelait alors les Canadiens français étaient sur toutes les lèvres, et j'en ai gardé un sentiment de l'importance de la diversité des marqueurs d'inégalité dans nos champs de recherche. Je veux remercier évidemment toutes les personnes qui ont collaboré à la préparation du dossier, à toutes les étapes du processus d'attribution du doctorat. Je sais que c'est beaucoup de travail et donc je suis très reconnaissante à tous les collègues d'avoir passé du temps pour s'intéresser à mon apport. Je tiens à signaler également que j'accepte cet honneur, pas seulement en mon nom personnel, mais aussi au nom des collègues, des étudiants, des partenaires communautaires, scolaires et gouvernementaux qui, finalement, m'ont permis de mener mes travaux en étant engagés dans le domaine de la diversité et ont surtout permis d'en maximiser l'impact. Ils sont trop nombreux ici pour les remercier, tous nominalement, mais je suis sûr qu'ils vont se reconnaître. Je voudrais aussi témoigner de mon grande satisfaction et vraiment personnelle d'être honoré en même temps que deux personnalités aussi inspirantes que Mme Bacon et M. Picard. Il y a très longtemps que je me préoccupe de l'importance que les diversités autochtones et les diversités allochtones amorcent un dialogue. Et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, c'est le cas à l'université, c'est le cas dans la société et c'est aussi le cas en formation des maîtres qui m'apparaît vraiment crucial. Je vous avouerai que je me suis demandé dans les 2 minutes et demie ou 3 qui doivent rester sur les 5 ou 6 qu'on m'a attribués, quel créneau j'allais prendre pour la suite au-delà des remerciements. Parce qu'il me semblait un peu ambitieux de vouloir laisser un message percutant. Mais en même temps, je voulais quand même dire quelques mots un peu plus substantiels. J'espère que vous serez indulgents si je suis parfois obligé de tourner un petit peu les coins ronds. Et donc, je vais parler de 3 choses ou 3 binômes de complémentaires qui ont été centraux dans ma carrière et qui m'apparaissent importants encore aujourd'hui pour les chercheurs et la société québécoise, mais qui sont souvent présentés de manière un petit peu trop antithétique, un petit peu trop antithétique. Le premier de ces binômes est celui... excusez, je m'essaie d'aller tellement vite... Une seconde, oui, pardon, voilà. Le premier, c'est l'équilibre à trouver entre la complexité et l'engagement. Je me suis débattue pendant toute ma carrière avec un peu le dilemme de Paul Valéry, que j'ai un peu édité ce soir, qui disait que tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est suffisamment complexe pour être vrai est inutilisable. Et j'ai tenté d'y répondre parce que, bien sûr, comme intellectuels qui intervenons dans le champ des sciences sociales, de l'éducation, ben, on documente plus souvent des situations où il y a 50 nuances de gris que des situations clairement noir et blanc. Et évidemment, mais en même temps, ces situations-là ont des incidences importantes dans la vie des personnes. Donc, on a une double responsabilité d'en rendre la complexité, parce que c'est notre rôle, mais aussi d'en proposer une lecture qui soit susceptible de répondre aux questions beaucoup plus pragmatiques des décideurs, des praticiens, des membres des communautés, voire même des groupes militants qui sont engagés en faveur de la justice sociale. Et donc, ça a été une dimension importante de ma vie, ma vie professionnelle. Je ne sais pas si j'ai toujours réussi, mais en tout cas, je l'ai sérieusement tenté. Et j'ai beaucoup appris de ces partenariats dans des cultures, finalement, institutionnelles différentes. Mon second point, qui est en lien avec ma formation en éducation comparée, c'est la recherche de l'équilibre entre le local et l'international.
en tant que vieille chercheur, des fois, j'ai de la sympathie et même je suis un peu inquiète de voir le niveau de pression qui s'exerce sur des jeunes collègues pour faire déjà des recherches et des publications directement publiables dans des revues avec fort impact factor en anglais, avec une problématique purement internationale. Parce que dans mon champ de recherche en éducation comparée, ce qu'on m'a toujours appris, c'est l'importance du contexte. Et il ne faudrait pas que cette tendance-là aussi légitime soit-elle, qu'elle ait une incidence sur le fait, nous amène à négliger l'importance des contextes. Dans le cadre de ma carrière, j'ai beaucoup essayé de situer, par exemple, jusqu'à quel point le cas québécois en relations ethniques était spécifique, mais aussi jusqu'à quel point ils partageaient des éléments communs. Et aussi, j'ai essayé d'évaluer avec, j'espère, une certaine rigueur, jusqu'à quel point des paradigmes d'analyse sont transférables d'un contexte à l'autre, ainsi que des pratiques gagnantes. Dans le contexte actuel où on note d'une part une instrumentalisation de la spécificité du Québec, d'une part, et d'autre part, parfois, la sous-estimation de sa spécificité, je pense que c'est un travail utile à continuer de poursuivre par la jeune génération, pour reprendre ici les paroles de Charles Bois, des plus jeunes, plus fous que moi, qui vont, j'espère, continuer. Et je vais terminer avec un troisième binôme, qui n'est certainement pas le moindre, qui est celui de l'année de... Excusez-moi, parce que j'essaie d'aller vite. Voilà, oui, voilà. L'engagement nécessaire, finalement, de double engagement en faveur du dynamisme du français, de la société québécoise d'une part, et la promotion d'une identité inclusive. L'adoption de la loi 101 a été un des facteurs qui m'a amené finalement à définir mon champ de recherche. Après tout, en 1977, j'avais 27 ans. J'ai commencé ma maîtrise 3 ans plus tard, en 81. Et fondamentalement, c'est parce que... Et ça m'a amené toujours à m'intéresser au rôle de l'école dans l'intégration des immigrants et l'éducation interculturelle. Parce qu'au cœur de l'interculturalisme québécois, puis de divers documents qui l'ont concrétisé, j'ai contribué à certains en milieu scolaire et au niveau de la société, mais il y en a bien d'autres. Il y a ce projet, finalement, de société où, si on veut que les immigrants et leurs descendants s'identifient à la société québécoise et à sa langue, bien, la nécessaire contrepartie, c'est la transformation pluraliste de l'identité. J'ajouterais peut-être même, je nuancerais, l'accélération de la transformation de l'identité traditionnelle, puisqu'il n'y a jamais eu de temps zéro, évidemment, de l'homogénéité, d'aucune identité, d'aucune culture. Et le rôle de l'école m'apparaît encore très important aujourd'hui. Je vois beaucoup de jeunes collègues qui continuent, à la fois pour examiner l'aspect un peu plus symbolique de cette question, c'est-à-dire la représentation du « nous » dans les manuels scolaires, en enseignement de l'histoire, dans certains nouveaux cours, et également de façon beaucoup plus réelle sur le terrain, les inégalités d'accès à l'éducation, de réussite scolaire, de la participation aux instances. Alors, évidemment, je ne vais pas m'étendre ici sur le contexte actuel, mais il me semble que des trois binômes que j'ai évoqués rapidement, c'est probablement celui dont les deux termes se sont le plus éloignés ces dernières années, et on a vraiment intérêt à les faire dialoguer à nouveau. Alors, en conclusion, je veux encore une fois remercier l'Université du Québec à Montréal de l'immense honneur qui m'est fait. Et je veux dire à tous mes amis, collègues, partenaires dans la salle et même de nouveau peut-être que je me serais fait ce soir, que les échanges si riches que j'ai eus avec vous tous, tant étudiants que collègues, partenaires, eh bien que j'espère qu'ils vont se poursuivre et qu'ils vont même s'intensifier dans l'avenir. Merci. Merci, Mme McAndrew. Et félicitations de nouveau à nos docteurs honoris causa. C'est ce qui met fin à la partie protocolaire. Nous prendrons une petite pause de 5 minutes avant de poursuivre avec la remise des 2 autres distinctions. Chers membres du cortège, je vous invite à remettre votre masque pour regagner votre place dans la salle. À tout de suite. Rebonsoir à toutes et tous et merci de votre patience.
Sans plus tarder, j'invite Donna Mergler, professeure émérite au département des sciences biologiques et récipiendaire de la médaille de l'UQAM, à monter sur scène et à prendre place dans le fauteuil du bout. Madame la rectrice, vous pouvez vous avancer pour procéder à l'hommage de la professeure Mergler. Merci à nouveau, Madame la secrétaire générale. Chère Donna, l'Université du Québec à Montréal rend aujourd'hui hommage à Donna Mergler, professeure émérite du département des sciences biologiques et chercheuse réputée en neurophysiologie, en lui décernant la médaille de l'UQAM. Cette distinction honorifique lui est remise en reconnaissance de son parcours scientifique exceptionnel, du haut degré de ses réalisations, de l'ampleur de son rayonnement, ainsi que de sa contribution remarquable à la société. Diplômée de l'Université McGill, où elle a obtenu un doctorat en neurophysiologie, Donna s'est dédiée, pardonnez-moi, sans relâche dans la prévention de la santé humaine, autant chez les travailleuses et les travailleurs que dans la population en général. Son parcours prolifique comprend plus de 200 articles, 35 chapitres de livres et de nombreuses communications scientifiques. La grande qualité de ses travaux reconnus à l'international force le respect et l'admiration. Je me tourne vers vous, chère Donna. Madame Mergler, nous ne pouvons que reconnaître ici votre engagement soutenu depuis 50 ans auprès de notre université. Généreuse envers votre communauté, dévouée à la recherche et à l'enseignement, vous incarnez les valeurs et la mission de l'UQAM que vous avez embrassées dès 1970, un an à peine après sa création. Tout au long de votre carrière, vous vous êtes grandement impliquée au sein du département des sciences biologiques, tant comme professeure que comme directrice. Pédagogue hors pair, vous avez supervisé une 50aine d'étudiantes et d'étudiants au cycle supérieur. En 1987, vous avez cofondé le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société, l'environnement, le Symbiose, que vous avez également dirigé et qui a été depuis reconnu comme centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation panaméricaine de la santé. Vous avez également été directrice de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM de 2002 à 2004. Par vos réalisations et votre dévouement à l'enseignement, à la recherche et à la diffusion, vous êtes une belle ambassadrice de notre université. C'est à juste titre que vous avez été nommée professeure émérite en 2006, année de votre retraite. Mais pour vous, la retraite, non, ça ne veut rien dire. En réalité, la fin de votre carrière en enseignement n'a toutefois en aucune manière signifié la fin de vos activités de chercheurs. Comme pionnière déterminée, animée d'une grande vitalité intellectuelle, Madame Mergler s'est démarquée par le développement de son approche écosystémique transdisciplinaire qui combine des méthodes quantitatives et qualitatives et qui intègre les notions d'égalité sociale et de genre. Ses travaux sur l'exposition environnementale, nous avons un petit dans la salle, c'est très joli, les notions d'égalité, donc je recommence. Ces travaux sur l'exposition environnementale au mercure et au manganèse ont eu des répercussions importantes sur notre société et ailleurs dans le monde. Ce n'est pas gênant pour le bébé, en aucune manière, je tiens à le préciser. À cet égard, grâce à sa rigueur scientifique, son audace et son humanisme, Donna Mergler a dévoilé au grand jour l'empoisonnement au mercure et à la mortalité précoce que subissait depuis des décennies, la communauté autochtone Gracien Rose en Ontario. Madame, oui, vraiment. Madame Mergler, au fil de votre carrière, vous avez tissé de nombreux liens professionnels, tant ici qu'à l'étranger, en particulier au Brésil et au Costa Rica. Grâce à votre grande amabilité, à votre générosité, vous avez su créer des collaborations fructueuses et pérennes. Je pense notamment à votre longue association avec votre collègue Karen Messing, également professeure émérite de notre université. Rassembleuse, vous avez mis sur pied dans les années 2000 la communauté de pratique en approche écosystémique à la santé humaine en Amérique latine et les Caraïbes, en plus de participer à l'émergence de la communauté de pratique en approche écosystémique au Canada.
Fortement ancrée dans sa communauté, Madame Morgler a siégé à divers comités et conseils, tels que le Conseil québécois de la science et de la technologie, le comité directeur de l'ACFAS et plus récemment le comité de la réforme de la Mercury Disability Board. L'obtention de plusieurs subventions d'importance, notamment par les instituts de recherche du Canada, corrobore la pertinence scientifique et sociale des travaux de Donna Morgler, dont l'envergure et la qualité ont été récompensées à maintes reprises. En 1990, avec Karen Messing, vous voyez attribuer le prix Muriel Dugvors par l'Institut canadien de recherche sur les femmes. Suivront le prix Michel Jourdan en sciences de l'environnement, remis en 1995, ainsi que le titre de femme scientifique de distinction en 2008, octroyé par le Centre de recherche en développement international du Canada. Plus récemment, Madame Morgler s'est vue décerner le prestigieux titre de chevalière de l'Ordre de Montréal en 2020. Pour son parcours exceptionnel, confirmant l'importance des femmes dans l'avancement du savoir scientifique, pour ses réalisations remarquables dans le domaine des sciences biologiques et environnementales, pour le rayonnement international de ses travaux, pour sa contribution aux missions de formation, de recherche, de service aux collectivités et pour la richesse de son apport à la société, c'est avec grande fierté, mérite et honneur que la médaille de l'UQAM est décernée à Madame Donna Morgler. Et de faire une entrevue en 8 minutes, top chrono, m'a-t-on dit. Et on me dit que vous êtes intarissable. Ce que je suis également. Non, je plaisante. Non, non. Vous allez être ici longtemps. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quel est l'événement durant cette longue carrière qui a été vraiment le plus marquant pour vous, Madame Morgler? Pour moi, le plus marquant, c'est la création de Symbiose. Oui. Cette centre de recherche, comme vous avez dit, qui est un centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, le contexte. C'est un centre de recherche bâti sur une approche qui vise à écouter les gens, à écouter les communautés, à écouter les travailleurs et les travailleuses, et de traduire ce qu'eux autres ils disent, leur connaissance de leur milieu, leur connaissance de leur santé, leur connaissance de leur travail, de traduire ça en évidence scientifique par rapport à comment est-ce que ces conditions, leurs conditions peuvent affecter leur santé, toujours dans un but d'amélioration de leurs conditions, que ce soit les conditions de travail, les conditions environnementales qui affectent leur santé. Et à cela, je l'ai fait Symbiose ensemble. Très souvent, on a l'impression de donner des lauréats scientifiques à des individus. Mais c'est jamais un individu qui fait la science. La science est faite par des gens, des équipes, les communautés. C'est tout le monde ensemble qui fait la science. C'est pas juste moi, c'est pas juste que ce soit que moi. Il y a Karen Messing que vous avez mentionné, qui est un leader mondial à l'heure actuelle dans la santé, pour la santé des travailleuses. Et j'ai dit, tout ce que j'ai appris venait en effet des gens, de l'écoute
et de se demander comment est-ce qu'on peut traduire cela en évidence. Merci. En 1970, vous choisissez l'UQAM. L'université vient d'être créée, ça devait être absolument incroyable. Pourquoi vous choisissez l'UQAM en 1970? Parce que c'était qu'à l'UQAM qu'on a pu faire ce qu'on a fait. Et ça, c'est important, et c'est important pour l'UQAM et pour l'UQAM de continuer dans cette voie. Parce que c'est qu'à l'UQAM qui a créé, dès les années 70, les services aux collectivités. Et les services aux collectivités, c'était des services, au tout début, il y avait le protocole avec les syndicats. Et on a pu faire la formation et la recherche avec les syndicats. C'est là où on a appris, quand je parle d'écoute, c'est là où on a appris que ce qu'on lisait dans les livres sur la santé au travail n'était pas ce qui intéressait les travailleurs, ne reflétait pas leur réalité. Je peux vous raconter une histoire dans les années 70 où des travailleurs nous avaient demandé de faire une étude sur les effets des solvants sur leur santé. La compagnie a fait venir une grande scientifique, une épidémiologiste, qui est devenue doyenne de la faculté de médecine de santé publique à Berkeley. Et elle a dit, mais il ne faut pas que vous étudiez ça. Ce qu'il faut, c'est irresponsable ce que vous faites. Ce qu'il faut que vous étudiez, c'est qu'est-ce qui arrive aux travailleurs par la suite. Étudier les retraités pour voir si ils sont plus malades que d'autres retraités. Puis il y avait un des travailleurs autour de la table avec elle qui disait, mais madame, ce que nous voulons savoir, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous, on sait qu'il y a des choses qui changent. On sait que notre santé est affectée. C'est ça que nous voulons savoir. Et c'était à ce moment-là, comme a dit cette épidémiologiste, irresponsable. On posait des questions que d'autres ne posaient pas. C'était pas nécessairement facile, mais je dois dire que dans tout ça, on a eu l'appui de l'UQAM. Et c'est que l'UQAM qui nous aurait appuyés. D'accord. Et j'aimerais juste dire que 5 ans plus tard, j'ai rencontré... Oui, on a fait l'étude et on n'a pas pu le faire à la compagnie. On l'a fait dans un motel en face de la compagnie et on a pu examiner les travailleurs et faire les tests et montrer les faits des solvants. 5 ans plus tard, je la rencontre à une conférence. On est sur le même panel et je ne sais pas ce qu'elle va dire. Puis elle vient me voir, puis elle dit, « Madame Mergler, je vous salue, vos travaux sont des travaux pionniers. » Mais cette écoute, vous avez parlé aussi, puis je vais finir avec ça, parce que je pense que c'est important. Vous avez parlé, ça n'a pas changé. Vous avez parlé des travaux que j'ai faits avec des gens de Grassy Narrows sur la mortalité précoce. Mais l'idée de travailler sur la mortalité précoce, ça ne venait pas de nous. Ça venait des gens de la communauté qui, entre autres Judy Da Silva, qui est la coordinatrice dans la communauté d'environnement de santé, qui me disait « My people are dying ». Mon peuple meurt. Et en effet, quand on regardait autour, il n'y avait pas d'elders, il n'y avait pas de vieux, ni de vieilles. Où est-ce qu'ils sont? Et ce qu'on a pu montrer, suite à cette question, on a pu montrer que c'était l'exposition au mercure qui faisait en sorte qu'il y avait une mortalité précoce élevée. Et quand on parle de mortalité précoce, on ne parle pas de
75 ans, qui est la limite de mortalité précoce qui est considérée comme pour au Canada, mais de 60 ans. Donc, et on avait très peu de gens. La raison pour laquelle, scientifiquement, on a choisi 60 ans, parce qu'on n'avait pas assez de personnes en haut de 65 ou 70 ans pour faire les analyses statistiques. Donc, on a pu, avec ça, avec ces questions posées par la communauté, ces constatations de la communauté, montrer en termes scientifiques ce que les gens, qu'il serait bien de les écouter. C'est un problème qui dure depuis 50 ans et il faut écouter ce que disent les gens. Alors, dans l'écoute, voilà. Je pense que vous avez inspiré aussi de nombreuses autres personnes, de jeunes femmes à militer pour la cause de l'environnement, bien sûr de jeunes hommes également, et vous avez marqué véritablement un champ disciplinaire. Quels conseils auriez-vous envie de nous donner pour conclure, car il nous faut conclure? Le premier conseil, évidemment, c'est d'écouter. Mais il faut aussi, comme poursuivre, et là je vais le dire, j'ai la rectrice à côté de moi, poursuivre des centres de recherche comme Symbiose. Si je peux dire, poursuivre avec Symbiose. Parce que même si Karen et moi, nous sommes connus, le travail qui était effectué, c'est un centre unique. Et le travail qui est effectué par les jeunes, par les professionnels, par les étudiants qui aujourd'hui continuent à le faire, malheureusement ailleurs qu'à l'UQAM, qui continuent à le faire partout, c'est cette solidarité, cet échange de jeunes, de moins jeunes et de vieux comme moi, qui permet d'avancer et qui permet de traduire, de continuer de apprendre que la science devrait être à l'écoute des gens. Et évidemment, c'est une équipe de femmes et on a pu donner dans Symbiose une place importante et une place où les femmes, les jeunes femmes, on peut développer. Un grand merci, vraiment, nous sommes honorés. Vraiment. Alors, nous poursuivons vraiment, quelle belle soirée. Et j'ai le grand honneur et le grand plaisir également aujourd'hui, au nom de l'Université du Québec à Montréal, nous souhaitons honorer Benoît Barbeau, virologue de renom, professeur titulaire au département des sciences biologiques pour son apport considérable au rayonnement de l'UQAM. Titulaire d'une maîtrise qu'il a obtenue ici et d'un doctorat en biologie ainsi que d'un postdoc en virologie, M. Barbeau est connu et reconnu pour son dévouement mais total à la recherche, pour son engagement auprès de ses pairs, de sa communauté et pour sa grande capacité de vulgarisation. En 2005, pour notre plus grand bonheur, M. Barbeau retrouve son alma mater alors qu'il intègre le département des sciences biologiques de l'UQAM. Proactif et déterminé, il mettra en place dès son arrivée le laboratoire de confinement 3, un incontournable pour les équipes de recherche travaillant sur le VIH. Cette installation unique permettra à lui, bien sûr, mais à ses collègues également, de mener de nombreux travaux de très grande importance. Le portfolio de M. Barbeau compte à ce jour plus de 300 citations sur Google Scholar, près de 200 communications, un peu plus de 100 articles scientifiques et une quarantaine de participations à des conférences ici et à l'étranger.
Preuve de leur pertinence et qualité, ces recherches connaissent un financement constant de très haut niveau. Cher Benoît, je vous invite... Ah non, pas tout de suite, on m'a dit. Non, c'est vrai, désolé. Désolé. Cher Benoît, votre engagement soutenu aux missions d'enseignement, de recherche et de service aux collectivités de l'UQAM est admirable. Au cours des 15 dernières années, en plus de votre rôle de professeur-chercheur, vous avez été et vous êtes encore aujourd'hui très actif au sein de différents comités, centres et regroupements. Vous êtes notamment membre de l'Institut Santé et Société de l'UQAM et du Symbiose et vous prenez part aux travaux du réseau québécois en reproduction et enfin de la Canadian Society for Virology. Votre engagement dépasse largement les murs de notre campus et même de notre province. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas malheureusement de rendre justice à l'ensemble de vos implications. Je m'arrêterai donc ici, bien que la liste se poursuive. Grand pédagogue, nous vous savons très apprécié par vos collègues, vos étudiantes et vos étudiants. Vous en avez d'ailleurs accompagné près de 80, que ce soit en stage, à la maîtrise, au doctorat, au post-doctorat. Vous avez su susciter l'intérêt des jeunes générations et c'est l'ensemble de la communauté scientifique qui en bénéficie. Ce portrait impressionnant démontre certes que M. Barbeau détient toutes les qualités pour être un candidat idéal dans la catégorie « Recherche des prix du mérite ». Toutefois, grâce à son travail colossal pour la diffusion du savoir et des connaissances, qui a donné une très belle visibilité aux sciences ainsi qu'à notre institution, le prix Rayonnement s'est imposé. M. Barbeau a accordé plus de 700 entrevues au cours des 18 derniers mois, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans les publications papier. Il est fort probable qu'aucun autre membre de l'UQAM fût autant sollicité. Son expertise en virologie, ses aptitudes de communicateur font de lui un intervenant régulier dans les médias. On cherche sa présence, on demande son avis. À certains moments, M. Barbeau pouvait accorder de 2 à 5 entrevues par jour, m'a-t-on dit. Est-ce que c'est vrai? Oui, vous allez le voir dans la vidéo dans quelques minutes. Cela ne l'a pas empêché de maintenir ses activités de recherche, de publication, d'enseignement, d'encadrement et de conférencier. Bravo. Grâce aux nombreuses entrevues données à la radio, le nom de Benoît Barbeau a circulé à travers tout le pays, même au-delà de nos frontières. Et ce n'est pas que son nom qui a ainsi voyagé. Cet exploit aura aussi donné le privilège à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, donc à son département des sciences biologiques, d'obtenir une très grande visibilité. Ces interventions ont non seulement démontré que notre université possède et l'expertise et les ressources en sciences biomédicales, mais elles ont également favorisé l'attrait pour notre université et pour la science. Depuis février 2020, vous vous évertuez, mon cher Benoît, à vulgariser les grands enjeux d'une pandémie mondiale en vous basant sur des données probantes afin que tous et toutes comprennent adéquatement ce qu'est ce qu'est cette incroyable Covid-19. Oui, vous avez ri, pour ceux qui me connaissent, vous savez quel mot j'allais prononcer. Eh bien non, je ne le prononcerai pas. Vous nous éclairez sur les symptômes, l'évolution et la portée de la contamination de ce virus, ainsi que sur l'indispensable utilité des vaccins pour le contrer. Monsieur Barbeau, dans cette mer de fausses nouvelles, vous êtes un repère, un phare. Merci pour ce formidable et soutien constant que vous avez manifesté à notre égard, à mon égard, à l'égard de tous nos collègues, et enfin et surtout à l'égard de notre société. Par votre nature plutôt réservée, vous demeurez humble, modeste, malgré votre présence sous les projecteurs. Ce rendez-vous réussi a été possible grâce à une chaleureuse recommandation de votre nom par vos collègues. Alors qu'un spécialiste en virologie était recherché, plusieurs ont cité votre nom. La suite fait désormais partie de l'histoire, de votre histoire, de celle de l'UQAM également. Comme le veut le proverbe, une image vaut 1000 mots. Pour bien illustrer l'ampleur du rayonnement de M. Barbeau dans les médias, je vous invite à regarder cette courte vidéo. Merci de votre accueil chaleureux parce que vraiment c'est impressionnant. Et vous savez, nous avons lancé notre nouvelle campagne de positionnement au centre de tout. Je peux dire que c'est Benoît Barbeau qui est au centre de tout. Benoît, la parole est à vous.
J'enlève le masque. Dieu sait qu'on a entendu parler du masque, n'est-ce pas? Et je prends. Excusez-moi. Oh, j'ai déjà une paire de lunettes, ça va bien? Vous en connaissez plus de moi déjà en quelques secondes. Alors, Madame la rectrice, oui, chers dignitaires, chers parents émis, distingués invités. Premièrement, j'aimerais remercier du fond du cœur l'attribution de ce prix, qui est un prix qui m'a été remis pour le rayonnement que j'ai fait auprès de mon rayonnement à l'extérieur des murs de l'UQAM. J'en suis fort réjoui et je suis très honoré de recevoir ce prix. Je dois premièrement remercier évidemment Julie Lafont, qui a été celle qui a en effet insisté et en fait m'a fortement conseillé de déposer ma candidature. Et c'est elle qui l'a vraiment mis de l'avant pour que je puisse éventuellement justement gagner ce prix. Merci aussi à Catherine Mounier, qui a permis justement à ce que le dossier chemine. Et merci aussi à ma rectrice, donc Mme Fusaro, pour m'avoir annoncé la réception de ce prix. Alors, avant de continuer avec d'autres remerciements, je voudrais juste vous ramener en mars 2020. Alors, la plupart d'entre vous, c'est un peu qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce que vous faisiez de différent par rapport à aujourd'hui. Dans mon cas, je faisais de la recherche, comme il a été mentionné au début par Mme Fusaro, plus particulièrement sur le VIH. C'était quand même des projets pointus sur des protéines que personne n'a pu vraiment entendu parler, ou presque. Et puis, on travaillait dans un laboratoire qui, grâce à l'UQAM, justement, avait été construit, qui nous permet de travailler avec un virus quand même qui était dangereux. Et puis là, en mars 2020, eh bien, la pandémie nous frappe. Et puis là, il y a des nouvelles opportunités qui se présentent. Et quant à moi, ça a été une réflexion, beaucoup de questionnements. Et là, on a décidé vraiment de se lancer dans l'aventure, on se pourrait dire justement de l'étude des virus, les coronavirus. Donc, le fameux SRAS-CoV-2 qui est rendu maintenant un sujet qu'on connaît relativement bien. On a quand même eu des financements pour travailler sur des projets qui cherchent à identifier des inhibiteurs d'entrée de ce virus. Mais plus particulièrement, je dois admettre qu'on a mis beaucoup d'efforts pour essayer d'aider les entreprises du Québec qui voulaient absolument développer des technologies dans le but d'inactiver le virus sur des surfaces. Et puis, le problème principal que ces compagnies se heurtaient, en fait, était qu'aucun service n'était disponible pour évaluer justement l'activité virucide de leur technologie. Et nous, depuis mars 2020, on a développé une telle technologie. On espère justement continuer à aider les entreprises en ce sens. Fait qui est intéressant, c'est que à travers cet exercice, ces travaux, on a aussi commencé à collaborer avec l'autre Benoît Barbeau, qui est à la Polytechnique. Alors, je peux juste vous suggérer quel genre de réunion Zoom qu'on a eu des fois lorsqu'on rencontrait les deux Benoît Barbeau avec un nouveau partenaire. Alors, celui-là était drôlement confus. Mais c'était quand même une très belle aventure, puis j'espère pouvoir continuer. Mais ce qui est important aussi, ce qui, en fait, a marqué plus le changement important qui s'est opéré chez moi, c'est un plongeon dans le milieu des médias. Donc, au tout début, Dieu merci, vous n'avez pas montré justement mes premières entrevues avec la pauvre Esther Bégin qui m'a interviewé à 2 reprises. Eh bien, c'était les 2 seules fois que j'ai été interviewé par elle parce qu'en effet, ce n'était pas nécessairement les meilleures entrevues que j'ai données. Mais c'était au tout début, j'étais stressé. Puis, comme vous pouvez voir, c'était soit dans mon bureau, mais comme vous avez pu voir aussi l'intérieur de ma maison, à quoi ça a de l'air, et puis le sous-sol. Puis, donc, dépendamment où on était filmé durant le Zoom, bien sûr. Mais après coup, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, il y a quand même eu un effet boule de neige où que là, les journalistes m'appelaient. Puis certains journalistes étaient beaucoup plus intéressés par mes propos, puis ils me faisaient confiance. Puis là, à ce moment-là, j'ai su que vraiment, il y avait un genre d'engouement, puis qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait particulièrement dans cette aventure, et qui se poursuit d'ailleurs, c'est d'être capable d'informer les gens. Pas les imposer quoi que ce soit comme information, mais leur donner l'information, leur expliquer pourquoi que le gouvernement a pris une décision
bien que si vous demandez à une certaine personne de la santé publique de vous l'expliquer, ça ne passe pas toujours bien comme message. Mais essayez du moins d'expliquer, de clarifier le message et d'accompagner les gens dans leurs décisions parfois lorsqu'ils sont hésitants par rapport à recevoir un vaccin. Alors, les journalistes que j'ai côtoyés, qui sont des gens exceptionnels, des gens chevronnés qui travaillent sans relâche et qui sont, dans le fond, là pour guider les personnes, pour les informer, eh bien, j'ai eu la chance, justement, de les côtoyer. Alors, j'étais bien content, justement, d'avoir cette tribune et de pouvoir partager, justement, des informations, des connaissances, mais aussi, j'ai pu aussi découvrir ce monde et découvrir ces journalistes et ces animateurs, animatrices, justement, qui voulaient absolument utiliser leur émission ou leur journal pour transmettre l'information juste et s'assurer que les gens, justement, que les Québécois soient bien informés. Ce qui m'a aussi été très intéressant dans ce périple, c'est que ça m'a permis aussi de voyager virtuellement à travers le Canada. Donc, à partir de Moncton, Halifax, Radio-Canada Acadie ou Radio-Canada Nouveau-Brunswick jusqu'à Radio-Canada Vancouver. Alors, à travers justement les différentes émissions, j'ai pu ainsi voyager d'une certaine façon à travers Zoom. Mais l'autre point qui était important aussi, c'est que j'ai été capable de avoir des conversations, des discussions avec certains journalistes, avec certains animateurs. Et je crois que j'aimerais particulièrement remercier certains journalistes qui ont vraiment, ils m'ont aidé, qui m'ont fait confiance et qui m'ont vraiment accompagné justement dans ce rôle que j'ai joué, j'espère, à contribuer à mieux informer la population québécoise et aussi la population canadienne au niveau de la pandémie, que ce soit pour les vaccins, au niveau de la transmission, les variants, comme vous en avez entendu parler. Alors, entre autres, je crois qu'il serait bien que je remercie Henri Ouellet-Vézina de la presse, qui est vraiment, entre autres, a pris une photo de moi, il l'a mis dans le journal La Presse pour, entre autres, me mettre un peu présenté comme étant un vulgarisateur. Alors ça, on a eu beaucoup de discussions, puis à chaque fois, ce qui était drôle, c'est qu'il me parlait justement, « Avez-vous 2 minutes? » Savoir un peu, sachant très bien combien de temps que je pouvais parler, bien les 2 minutes étaient de durée de 10-15 minutes. Il y a aussi, évidemment, Mario Dumont, Frédéric Gay de LCN, Alexis Lancer, les décrypteurs, Christian Latreille de RDI, de CBC News, il y avait Jane Turnbull et puis Léa Hendry. Mais un remerciement spécial aussi à Isabelle Maréchal qui m'a accueilli souvent à son émission d'une durée de 30 minutes où j'avais justement à répondre aux questions du public et parfois discuter avec Isabelle Maréchal. Alors, ça a été aussi une très belle aventure et une très belle chance pour moi de travailler avec ces gens-là. Finalement, sans prendre trop de temps, j'aimerais remercier aussi ma famille, évidemment, qui ont été toujours là pour m'encourager, me féliciter, mes garçons, mes parents. Aussi, mes parents étaient là justement pour me rappeler quelquefois que mes choix de tenue vestimentaire n'étaient peut-être pas appropriés. Entre autres, le choix de mes lunettes qui me faisait ressembler parfois à George Byrne, pour ceux qui sont assez vieux pour savoir qui est George Byrne. Mais aussi, comme dernier remerciement, je voudrais remercier ma femme, ma conjointe, Béatrix Beisner, qui, en effet, elle a entendu parler justement des 5 entrevues par jour, puis je peux vous dire qu'il y a peut-être parfois que c'était un peu plus, mais en gros, qui me rappelait parfois même très souvent, suite à des sacrifices qu'elle devait faire parce que mes entrevues avaient lieu le soir ou la fin de semaine, et me rappelait tout simplement que le sourire, parfois moins un sourire, que je peux dire non des fois à des entrevues, il y a peut-être d'autres choses dans la vie. Alors, elle a fait des grands sacrifices pour me permettre justement à contribuer sous la forme de ces entrevues à la pandémie. Et j'espère que l'exercice a permis justement à bien vous informer et j'espère pouvoir continuer dans ce sens. Alors, une fois de plus, je remercie vous tous pour m'avoir écouté et je remercie l'UQAM pour ce merveilleux prix. Merci. Merci, M. Barbeau. J'oserais dire M. Information. Félicitations de nouveau à la lauréate de la médaille de l'UQAM et au tout premier récipiendaire du prix du mérite rayonnement. Bonne main d'applaudissements. Alors voilà que se termine cette cérémonie. Je vous remercie chaleureusement
toutes et tous d'avoir été des nôtres. Merci à celles et ceux qui ont visionné l'événement à distance. Merci également aux personnes qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie. Je demande de continuer à respecter les mesures sanitaires lorsque vous quitterez les lieux. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci.